de la session ordinaire de septembre 2024 en application des dispositions de l'article 115, alinéa 1er, point 2 de la Constitution et de l'article 68, alinéa 1er, point 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Avant toute chose, permettez-moi, chers collègues, de vous signaler la présence parmi nous d'un hôte de marque, le président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, à la personne de M. Adama Bictogo, invité spécialement à assister à l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de la 4e législature de la 3e République. Je le prie de bien vouloir s'élever pour être salué comme il se doit par l'auguste assemblée à laquelle je demande d'accueillir. Il m'a demandé lui-même et sa délégation de lui faire la compilation de la musique congolaise. C'est la culture. Et il m'a dit qu'il me donnera les secrets pour gagner la CAN. Cette fois-ci. Merci beaucoup. Le président Adama Bictogo est accompagné d'une délégation de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire dont je vous présente les membres, vos collègues, nos collègues députés. Il s'agit de Mme Trazéré Olibé Célestine, présidente du caucus des femmes parlementaires. Vous l'avez bien vu ou bien qu'elle se mette ici devant? Vous l'avez bien vu? Non, il y en a qui ne l'ont pas vu, voilà. Vous l'applaudissez frénétiquement. Merci. Nous avons l'honorable Doumbia Issouf, député membre de la commission Recherche, Sciences, Technologie et Environnement. Je crois qu'il est aussi président du réseau des jeunes parlementaires de la HEZ. Nous avons M. Ewuyo Jacques Gabriel, député membre de la commission Recherche, Sciences, Technologie et Environnement. Nous avons l'honorable Madame Mouminatou Bari Diaby, ambassadeur, non ça c'est ambassadeur, vous êtes ambassadeur en même temps, oui, ambassadeur, directrice des affaires extérieures et des relations interparlementaires. Je crois que je n'ai oublié personne. Merci. Honorables députés, chers collègues, après la présentation de nos invités, venons-en à présent à mon discours de circonstances avant de suivre mon estimé collègue après. Honorable président du Sénat et estimés collègues, honorable président de l'Assemblée nationale de la République de la Côte d'Ivoire, notre invité d'honneur et cher ami Adama, Excellence, Madame la Première ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Madame la Première Présidente du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'auditeur général près la Haute Cour militaire, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique,
Mesdames et Messieurs les représentants du système et des organisations des Nations Unies et des organisations internationales, Messieurs les représentants et chefs des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la police nationale, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Messieurs les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Messieurs les bourgmestres de la commune de Lingouala, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Permettez-moi avant toute chose, honorables députés et chers collègues, de vous saluer et de vous souhaiter un bon retour à Kinshasa, siège de notre institution après 3 mois de vacances parlementaires. Il vous souviendra que par nos traditions, les sessions ordinaires s'ouvrent tous les 15 des mois de mars et de septembre. Celle d'aujourd'hui fait exception et s'ouvre le 16 étant donné que le 15 est tombé un dimanche, un jour non ouvrable. Ainsi donc, nous avons l'obligation de nous conformer à la Constitution, à son article 115, alinéa 2. Honorables députés et chers collègues, je voudrais en votre nom, au nom du bureau de l'Assemblée nationale et au mien propre, adresser mes chaleureux souhaits de bienvenue à celles et ceux qui nous honorent en rehaussant de leur présence la cérémonie d'ouverture solennelle de ce jour. Je voudrais tout particulièrement saluer la présence parmi nous de l'honorable Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Sa présence nous réconforte et raffermit davantage les relations séculaires qui existent entre nos deux pays frères, juillet au Canada. Ce soutien s'est traduit à travers le vote à l'unanimité de la résolution condamnant l'agression que subit notre pays par les faits du Rwanda et de la rébellion du M23. Par cet acte, la Côte d'Ivoire et les autres pays ont montré à la face du monde que l'identité de l'âme africaine, depuis ses origines, baigne dans l'unité, l'indivisibilité pour un destin commun. Que ces pays frères et amis trouvent ici l'expression de toute notre gratitude. Après mon discours d'ouverture, la parole sera accordée à notre illustre hôte pour son allocution. Honorables députés et chers collègues, l'ouverture de cette session marque la fin des vacances parlementaires. À ce sujet, permettez-moi de vous informer que malheureusement, nous ne sommes pas tous revenus. En effet, pendant cette période d'intercession, notre Chambre législative a perdu une de ses valeureuses et ses valeureux membres à la personne de l'honorable député national Jelina Linyonga Zanyambele, élu de la circonscription de Makanza, dans la province de l'Équateur, décédé le 7 août 2024 des suites d'une courte maladie. Elle nous quitte sans avoir donné, sans avoir eu le temps de laisser ses empreintes dans nos travaux parlementaires. Au niveau de notre administration, nous déplorons le décès des cadres suivants. Monsieur Jean-Denis Likonyankoy, directeur administratif et financier de l'Assemblée nationale. Monsieur Camille Mombambi Mokweti, chef de division informatique. Ces êtres chers ont été arrachés à notre affection, alors qu'ils auraient pu être en ce moment avec nous dans cette salle, mais hélas, le destin en a décidé autrement. Je vous prie de vous lever afin d'observer un moment de silence en leur mémoire et à la mémoire de tous nos compatriotes décédés à travers le pays, particulièrement dans sa partie est.
vous remercie. Honorables députés, distingués invités, comme vous avez pu le constater, la période des vacances parlementaires n'a pas été de tout repos. Elle a été jalonnée de nombreux événements, dont certains tragiques. Nous ne saurions revenir dans les moindres détails sur tous ces événements malheureux. Néanmoins, nous mettons en évidence ceux qui touchent à notre unité, à notre intégrité internationale, territoriale, bref, à notre existence en tant qu'État. Chaque jour qui passe rappelle à notre mémoire qu'une portion de notre territoire est occupée par nos agresseurs. Aucun Congolais ne peut oublier ce qui se passe au Nord Kivu, au Sud Kivu, dans l'Ituri et dans la province de la Chopo. Un drame humanitaire se joue sous nos yeux. Une histoire sombre s'écrit avec le sang de nos mères, nos frères et sœurs et de nos enfants, et même des vieillards sans moyens de défense, et c'est dans l'indifférence quasi totale de la communauté internationale. Plus de 10 millions de morts, des villages incendiés, des femmes et filles violées, des biens détruits, des richesses pillées, des millions de personnes déplacées, souvent contraintes à vivre de façon indigne dans des camps de déplacés où malheureusement ne sont pas à l'abri de ces horaires à cause des attaques intempestives qu'ils y subissent au quotidien et du fait d'une situation humanitaire désastreuse. Plus près de la capitale Kinshasa, la situation d'insécurité à cause de l'activisme de Mongondo dans les provinces de Mai-Ndombe et du Kwango et du Kwilu est également préoccupante. Nous ne saurons passer sous silence les conflits entre les Lengola et Mbole, en province de la Chopo, où nos concitoyens meurent chaque jour et forcés de quitter leurs milliers d'habitations. C'est ici l'occasion de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, qui ne ménage aucun effort en vue de rétablir la paix et la sécurité sur toute l'étendue de notre territoire. Je ne saurais clore ce chapitre sans faire allusion au drame qui est survenu au centre pénitentiaire de rééducation de Makala dans la nuit du 1er au 2 septembre dernier. Une tentative d'évasion y a provoqué mort et désolation. J'encourage le gouvernement à poursuivre les enquêtes et à redéfinir la politique carcérale de notre pays afin de construire d'autres prisons mieux adaptées et d'offrir des conditions décentes aux personnes détenues. Honorables députés et chers collègues, en ma qualité de président de l'Assemblée nationale, je salue l'engagement du chef de l'État, garant de la bonne marche des institutions en faveur de la dynamique de la paix. Avec son soutien et sa vision, nous pouvons travailler ensemble pour construire un avenir pacifique et prospère pour tous les citoyens de la République démocratique du Congo. Mobilisons-nous, unis et solidaires, pour avancer sur la voie de la paix et de la reconstruction nationale. Sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous nous devons de faire progresser la cause de la paix et du développement. Sa volonté de prendre en compte la dynamique de paix qui découle de nombreux engagements au niveau interne et externe est un précieux atout pour surmonter les défis auxquels nous nous confrontons. Travaillons main dans la main pour bâtir un avenir de paix et de prospérité. Ensemble, nous pouvons réaliser l'impossible et faire de la RDC un exemple de résilience pour le monde entier. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, notre peuple attend de nous, ses représentants, de prendre des mesures
de ces préoccupations qui sont aujourd'hui au-delà du quotidien, la restauration de sa fierté et de sa dignité, qui passe par le retour de la paix et à la totale souveraineté du sol de nos ancêtres. Soyons donc attentifs à ce moment et prenons les bonnes décisions qui vont favoriser l'intime besoin du Congolais. Honorables députés, distingués invités, à côté d'un autre défi sécuritaire qui constitue l'activisme des gangs urbains, communément appelés Kuluna, nous déplorons des pertes en vies humaines dues aux nombreux accidents de circulation, aux naufrages à répétition de baleinières, tant sur le fleuve Congo que des rivières que jalonnent son majestueux parcours. Toutes ces situations soulignent l'urgence d'agir pour prévenir ces accidents, notamment par la relance des activités ferroviaires, la Kistre fluviale, des unités de l'ex-Onatra et de la SNCC. En outre, notre pays est frappé de plein fouet par l'épidémie de monkeypox, dont l'accélération est particulièrement inquiétante avec plus de 700 décès sur plus de 21 000 cas enregistrés jusque-là. Nous avons espoir que les mesures prises par le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et l'appui des partenaires bi- et multilatéraux, permettront d'atténuer la propagation de cette maladie. Nous lançons un appel solennel à notre population à respecter les mesures annoncées par le gouvernement de la République à cet effet. Quant à l'Assemblée nationale, l'autorité budgétaire, elle va apporter son appui au gouvernement dans les efforts d'éradication de cette maladie en dégageant des fonds nécessaires pour le secteur de la santé en général et la gestion de ces épidémies en particulier. Honorables députés, distingués invités, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et de devoir patriotique que nous ouvrons aujourd'hui la session budgétaire pour l'année 2024. Cette session, au-delà de son caractère institutionnel, marque un moment crucial dans la gestion de notre pays, car elle engage notre capacité à répondre aux attentes de notre peuple en termes de rétablissement de la paix sur l'ensemble du territoire national, de développement et de prospérité. Cette année, plus que jamais, la conjoncture nationale et internationale exige de nous une rigueur accrue et une vision stratégique. Le contexte économique mondial est marqué par des incertitudes, des crises alimentaires, des défis climatiques et des tensions géopolitiques. En tant que représentants du peuple, nous avons le devoir de veiller à ce que le budget 2024 reflète une réponse adaptée à ces défis tout en restant centré sur les priorités qui concernent directement nos concitoyens. Parmi les priorités essentielles de ces budgets, nous devons insister sur 1. La sécurité et la stabilité nationale. Face aux défis sécuritaires que connaît notre pays, il est impératif d'accroître le financement de la défense nationale et de renforcer les capacités de nos forces armées. Le rétablissement de la paix dans la région en conflit doit rester une priorité absolue. Ces défis concernent toutes les institutions et toute la population. C'est pourquoi, tout en encourageant les efforts du gouvernement sur le plan militaire et son implication dans les processus de Luanda et de Nairobi, nous suggérons que le gouvernement, dans cette démarche noble, adopte une stratégie qui sera enrichie par les honorables députés à l'Assemblée nationale et qui mettra l'accent sur le volet ci-après. Volet militaire, humanitaire, économique et social, c'est-à-dire le développement, diplomatique et politique suivant le plan de désarmement des groupes armés qui va constituer un véritable défi à la fin de la guerre. C'est pourquoi
nous insistons sur la finalisation de la loi relative à la réserve nationale pour que tous les réservistes soient, suivant des critères à définir, intégrés dans l'armée et éviter d'avoir l'impression d'avoir des armées dans une armée. La cohésion nationale est l'autre volet de cette stratégie et enfin la coopération régionale pour une prospérité partagée dans une région des Grands Lacs qui aura tourné définitivement le dos à la guerre. 2. L'amélioration des conditions de vie de nos populations. Nous devons orienter les ressources vers les secteurs clés tels que la sécurité, la santé, l'éducation, l'agriculture, l'accès à l'eau potable et l'électricité, mais aussi renforcer la lutte contre la pauvreté. Ces investissements sont essentiels pour améliorer la qualité de la vie de nos concitoyens et garantir que les plus vulnérables ne sont pas laissés pour compte. 3. La diversification de l'économie. La dépendance excessive aux matières premières expose notre économie à des fluctuations intempestives. Du secteur, nous devons promouvoir l'industrialisation, le développement du secteur agricole ainsi que l'innovation des secteurs de l'énergie et des technologies afin de bâtir une économie plus résiliente et durable. 4. La gouvernance et la lutte contre la corruption. Aucune réforme budgétaire ne portera de ses fruits si nous n'améliorons pas la gestion des finances publiques. Il nous faut intensifier nos efforts pour assurer la transparence et la recevabilité dans l'utilisation des ressources de l'État. Les fonds publics doivent servir exclusivement à l'intérêt de la nation. Dans ce contexte, je prévois 2 séances de travail, d'abord avec la Cour des comptes, organe d'audit sous la tutelle de l'Assemblée nationale, et enfin avec la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances, qui seront appelés à soutenir les contrôles parlementaires que nous entendons intensifier au cours de cette législature grâce à leur expertise avérée en la matière. Honorables députés et chers collègues, je félicite Son Excellence Madame la Première ministre qui vient de déposer cet avant-midi le projet de loi de finances 2024-2025. Je félicite aussi les membres de son gouvernement qui ont travaillé d'arrache-pied pour que ce document nous parvienne dans les délais constitutionnels. Le budget de 2024-2025 doit être un budget de relance, un budget de réforme, un budget de transformation. C'est l'opportunité pour nous de poser les bases solides d'un avenir plus radieux pour la République démocratique du Congo, mais cela ne sera possible que si nous travaillons ensemble au-delà de nos considérations politiques partisanes en mettant en avant l'intérêt supérieur de la nation, car dans la recherche du bien-être, il n'y a point de majorité et d'opposition. Nous sommes tous appelés à œuvrer pour la prospérité de notre pays. En tant que parlementaires, nous avons le devoir de scruter chaque ligne de ce budget, de débattre et d'apporter des ajustements nécessaires. Notre responsabilité est d'assurer que les choix budgétaires reflètent réellement les priorités réelles du peuple congolais et répondent aux défis auxquels nous faisons face, défis que vous avez eu à relever durant vos vacances parlementaires. Mesdames et messieurs, je vous exhorte à mener nos débats dans un esprit de collaboration et de patriotisme. L'avenir de notre pays en dépend. Que cette session budgétaire soit celle de la responsabilité, de l'innovation et de l'audace pour notre développement commun. Vous veillerez aussi, chers collègues, à l'équité dans la répartition des projets dans le plan de développement local des 145 territoires de son Excellence, Monsieur le Président de l'État, dans vos provinces et vos fiefs électoraux respectifs. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle vous avez mérité la confiance de vos électeurs.
Donc, le budget de 145 territoires doit être équitablement réparti sur l'ensemble du territoire national. Honorables députés et chers collègues distingués invités, il se souviendra qu'à l'installation de notre bureau actuel, cette installation avait coïncidé avec la clôture de la session ordinaire de mars 2024, il n'a pas été possible, faute de temps, d'achever l'installation des autres organes de notre Chambre basse, à savoir le groupe parlementaire, les commissions permanentes et le comité des charges. Puis-je vous rassurer qu'au cours de la présente session, nous allons nous y mettre pour parachever ce travail déjà entamé en vue d'un fonctionnement harmonieux de notre institution. Nous avons échangé là-dessus avec les représentants des groupes parlementaires hier. Pour cela, je compte sur la diligence des chefs des partis politiques et regroupements politiques, les chefs des groupes parlementaires, afin que soit finalisée la constitution de nos groupes parlementaires. Au regard de l'urgence, j'invite ceux des groupes parlementaires qui n'auraient pas encore finalisé leur constitution et la composition de leur bureau, ils ont été cités hier et vous avez pris bonne note, à y procéder dans la célérité. Tous les documents irrélatifs doivent impérativement être déposés au cabinet du premier vice-président et du rapporteur au plus tard le jeudi 19 septembre 2024 à 18h précises. J'en appelle à la conscience des uns et des autres afin de privilégier l'intérêt de la population qui attend beaucoup de ses élus. Je me dois par ailleurs de vous rappeler que sans les groupes parlementaires, il nous sera difficile, sinon impossible, de constituer valablement les commissions permanentes et les comités des sages. Et sans le président des groupes parlementaires et des commissions, la conférence des présidents, organe important de notre Chambre, ne peut être constituée et ne peut fonctionner. Honorables députés, distingués invités, la mission nous assignée par la Constitution est de légiférer, de contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, ainsi que les établissements et services publics. Quelques collègues ont usé de leurs prérogatives en déposant à votre bureau des propositions de loi qui vont être examinées au cours de cette session. S'agissant du contrôle parlementaire, ici est de relever que votre bureau a enregistré un nombre important de questions écrites adressées aux membres du gouvernement et à des mandataires des entreprises, établissements et services publics. La plupart d'entre elles ont trait aux problématiques notamment de la bonne gouvernance, des réformes du secteur de sécurité, des réformes de la justice, du code agricole, de la loi foncière. C'est là une des preuves que les honorables députés attachent un intérêt particulier à la question liée aux infrastructures. Votre bureau encourage ces initiatives, c'est un engagement de campagne qu'il compte honorer. Ces initiatives vont à coup sûr contribuer à améliorer la gouvernance. Le contrôle parlementaire reste notre mission et ne peut aucunement se confondre à l'acharnement. Un contrôle exercé de manière efficace éviterait aux parlementaires que nous sommes de nous substituer au gouvernement par la construction dans nos fiefs électoraux des routes, des ponts, des écoles, des centres de santé. Je voudrais qu'au cours de cette législature, les députés sentent exactement que les centres de santé, les écoles, toutes ces infrastructures sociales de base ont été construites par l'État à travers le gouvernement. Ce n'est pas le travail du député national. Honorables députés, distingués invités, au cours de cette session, le bureau s'emploiera à donner un visage de marque à la diplomatie parlementaire par la désignation des délégués au sein des organisations interparlementaires, par l'installation des groupes régionaux et des groupes d'amitié. Nous sommes une nouvelle législature, nous devons laisser au groupe parlementaire de désigner de nouveaux membres qui vont siéger dans ces organisations.
Il nous faut une participation de qualité au sein de ces organisations et des rapports de participation débattus en plénière comme levé le règlement intérieur en son article 252 in fine. Ces débats auront pour effet d'évaluer notre action au sein de dites organisations et l'intérêt diplomatique d'en faire partie. L'adage, l'essentiel est de participer et ne peut être accepté. La Chambre et notre pays doivent tirer l'avantage de notre diplomatie parlementaire. Cela sous-entend une bonne maîtrise des dossiers par nos délégués. Honorables députés, distingués invités, comme je l'ai dit précédemment, nous revenons fraîchement des vacances parlementaires et ne perdons pas de vue que nous sommes astreints au devoir de redevabilité à nos électeurs. Notre règlement intérieur à son article 145 impose à chacun de nous de produire les rapports de ces vacances parlementaires, de les déposer dans les délais de 15 jours de l'ouverture de la session ordinaire au bureau de l'Assemblée nationale. Chez nos électeurs, il n'existe pas la catégorie électeur de la majorité d'une part et électeur de l'opposition d'autre part. Tout ce qui sera relevé dans vos rapports, que vous soyez de la majorité ou de l'opposition, va être débattu en toute sérénité dans cet hémicycle. Au demeurant, les textes légaux et réglementaires enjoignent la participation de l'opposition à la vie nationale. À cet effet, notre règlement intérieur offre à l'opposition toutes les garanties d'exercer pleinement son rôle au sein de l'hémicycle, car, par excellence, l'expression de la démocratie. Votre bureau y veille et reste ouvert et à l'écoute de tous. Chers collègues, face à l'adversité, rappelons-nous que c'est dans des moments les plus sombres que se révèlent les plus grandes forces de notre humanité. C'est maintenant dans l'unité et la solidarité que nous pouvons puiser en nous la résilience nécessaire pour surmonter les épreuves et bâtir un avenir meilleur pour nous-mêmes et nos enfants. Faire donc les artisans de notre propre destin en cultivant la patience, la compassion et la détermination. À nous les élus du peuple et par-delà toute la classe politique, je me permets de lancer un appel à la hauteur de vie et au sens des responsabilités. Dépassons nos intérêts partisans et personnels pour nous consacrer entièrement à l'intérêt général. C'est en mettant de côté nos différences et en travaillant ensemble que nous pourrons véritablement servir notre pays et notre peuple. Engageons-nous dans une démarche de consensus et de compromis, en nous inspirant du bien commun et en nous guidant par la volonté de construire un avenir plus juste, plus prospère pour tous. En unissant nos forces et nos talents, nous pouvons surmonter les obstacles et ouvrir la voie à une nouvelle ère de paix sur notre pays, la République démocratique du Congo. Nous nous engageons ici d'accompagner utilement le gouvernement dans ses nombreux défis. Je les ai cités, mais je ne peux terminer cette adresse sans parler des embouteillages et de la surpopulation dans la ville de Kinshasa qui compte aujourd'hui près de 20 millions d'habitants pour des infrastructures qui étaient conçues pour près de 1 million. Et nous pensons que la solution à travers le balisage et les ouvertures des rivières et du fleuve Congo nous offrent automatiquement 14 000 km navigables. Ce sont des grands boulevards que nous ignorons et ça ne coûte, selon les études, que 89 millions de dollars américains. Je vais demander aux honorables députés de mettre au défi le gouvernement de voter ce montant-là s'il n'est pas dans le budget pour que le ministre du Développement rural et Madame la Première ministre nous prouvent de quoi ils sont capables. Nous avons beaucoup d'exemples dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous avons libéralisé le secteur de l'énergie.
sans mesure d'accompagnement. Ceci doit appeler de notre part, de la part du gouvernement, une loi ou des mesures réglementaires dans ce secteur-là. On a régularisé ou libéralisé l'exploitation de l'eau. Les forages sont presque dans toutes les parcelles aujourd'hui, y compris des forages où finalement en réalité les conduites sont branchées sur les tuyaux de la régie des eaux. Attention, nous risquons de vivre le phénomène de Jakarta où finalement la ville va s'effondrer. Au-delà de cela, il se pose une question d'hygiène. La nappe phréatique à certains endroits est déjà contaminée. Et donc le gouvernement doit prendre des mesures pour que la société régie des eaux puisse jouer son rôle et limiter la multiplication des forages qui devraient être réservés dans les zones d'exploitation agricole. Honorables députés et chers collègues, je vais terminer mon propos de ce jour en invitant le peuple congolais, les honorables députés et toutes les forces vives de la nation à se mobiliser derrière le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour l'accompagner dans ses efforts inlassables d'assurer la paix et la sécurité, garde de la stabilité et du développement. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil va s'élever. Et nous pensons que la paix, c'est notre forte conviction, va se rétablir sur l'ensemble du territoire national et nous allons user de tous les moyens. Diplomatie classique, diplomatie parlementaire, la voie humanitaire, nous sommes des panafricanistes, nous invitons tous nos frères africains de Burkina Faso, du Mali, du Sud-Soudan, qui vivent les mêmes affres que nous, à mettre fin à la guerre et qu'ensemble nous signons un pacte pour le développement de l'Afrique. Ainsi, je déclare donc ouverte la session budgétaire de septembre 2024. Que Dieu vous bénisse. Honorables députés, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse les membres du gouvernement et les membres des autres institutions, qu'il bénisse le président de la République et le peuple congolais et qu'il bénisse notre hôte de marque et sa délégation, Adama Bictogo. Je vous remercie. Voilà, très chers téléspectateurs, discours d'ouverture de la session de septembre 2024 par le président de l'Assemblée nationale, majestueusement suivi par les invités, par les honorables députés, à l'instar de Jetro Muyombi et Chimbu, député national élu de la ville de Lubumbashi, avocat, homme d'affaires, président de la fondation qui porte son nom. Après mon discours, je vais vous prier de garder vos places parce que je vais demander au protocole de conduire mon estimé homologue au point de par devant l'Assemblée et prononcer ce mot de circonstance sous vos applaudissements encourageants. Voilà, la parole est donnée au président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire qui est à la tête d'une forte délégation ici en RDC pour participer justement à l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2024 au niveau des deux chambres du Parlement. Excellences, Monsieur Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, honorable président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, Madame la Première Présidente du Conseil d'État,
Monsieur le procureur général près le Conseil d'État, Monsieur le Premier président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'auditeur général FRDC, Monsieur le Premier président de la Cour des comptes, Monsieur le président du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, c'est avec une grande émotion et un profond sentiment de fraternité que je prends la parole en ce jour solennel à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session ordinaire de votre auguste Assemblée nationale. Au nom de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et à mon nom propre, je tiens à exprimer ma solidarité et mes salutations chaleureuses à l'endroit du peuple frère de la République démocratique du Congo. Mes premiers mots sont des mots de profonde gratitude à l'endroit de mon homologue et frère, son Excellence M. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, qui non seulement a répondu favorablement à l'invitation que je lui ai adressée à prendre part à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire le 1er octobre 2024, mais m'a également fait l'amitié de m'inviter à la présente cérémonie. Merci à vous, chers frères, pour cette double marque de considération. Je voudrais vous exprimer mes plus sincères remerciements, ainsi qu'à l'ensemble des honorables députés de la RDC pour cet accueil si chaleureux et cette généreuse hospitalité congolaise dont nous bénéficions, ma délégation et moi-même, depuis notre arrivée à Kinshasa. Distinguées personnalités, il me plaît de saisir l'excellente occasion que m'offre cette tribune pour m'acquitter d'un agréable devoir, celui de transmettre les salutations de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à son frère, son Excellence M. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Honorables députés, notre présence ici, aujourd'hui, témoigne des liens forts et historiques qui unissent nos deux nations. La Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo partagent une vision commune d'unité, de paix, de stabilité et de progrès pour l'ensemble du continent africain. Nous sommes convaincus que c'est en renforçant nos institutions démocratiques, en favorisant le dialogue entre nos peuples et en œuvrant ensemble pour la défense de nos intérêts communs, que nous parviendrons à relever les défis de notre temps. Je voudrais ainsi me féliciter de la qualité des relations de coopération qui nous unissent depuis l'ère de nos pères fondateurs. Les échanges commerciaux entre nos deux États, estimés à plus de 7 milliards d'euros ces dernières années, ont connu un coup d'accélérateur. En septembre 2023, à la faveur de l'organisation à Abidjan de la 9e édition du Business Forum Makutano, premier réseau d'affaires d'Afrique centrale développé par la République démocratique du Congo et qui a réuni pour l'occasion plusieurs hommes d'affaires ivoiriens et congolais. Je me réjouis, mesdames et messieurs, à ce titre, des 26 milliards 800 millions de francs CFA enregistrés en 2023 au titre des échanges commerciaux entre nos deux pays. Mesdames et messieurs,
honorables députés, dans un contexte mondial marqué par des crises économiques, politiques, énergétiques, climatiques et affecté par les grandes pandémies, nos pays doivent plus que jamais s'engager dans la mutualisation de nos forces à l'effet de relever les défis du développement, de la bonne gouvernance, de la paix et de la stabilité. C'est donc dans cette dynamique qu'à l'occasion du sommet de l'APF au Canada, qu'un groupe de contact de haut niveau de présidents de parlement a été mis en place, dont mon frère Vital et moi-même, avec pour objet de mener des missions de bons offices dans les pays francophones secoués par des crises. C'est le lieu donc pour l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire d'exprimer sa profonde compassion pour les souffrances qu'endurent les citoyens congolais dans l'est de votre pays. J'en appelle à une solidarité plus forte des pays africains de la communauté internationale autour donc de ces citoyens qui souffrent pour arriver à offrir aux populations frères congolais de l'Est la dignité humaine. Notre pays, la Côte d'Ivoire, qui a connu les blessures de la guerre dans un passé récent, a su se relever grâce au leadership de son Excellence, M. Alassane Ouattara, et à la résilience du peuple ivoirien. C'est dans cette optique que la visite que j'effectue ce jour dans le pays frère qu'est la République démocratique du Congo obéit au principe d'échange d'expériences relativement aux différentes crises que nous avons vécues ensemble et que le Congo continue de vivre à travers les affres de la guerre. Chers parlementaires, vous devez porter l'espérance du peuple congolais par la force de vos propositions, dont le seul intérêt demeure le bien-être de votre population. C'est en cela que la diplomatie parlementaire doit être une autre force motrice, complémentaire de l'exécutif, dans la recherche de la paix et de la stabilité, gage de développement de votre pays. Honorables députés, le temps est venu pour notre Afrique de s'engager résolument dans la voie de la transformation de nos économies en privilégiant le développement humain. Au moment où l'Afrique s'engage dans l'élaboration d'un espace africain de libre circulation sans visa, de l'exercice du commerce sans barrière douanière, conformément aux dispositions de la ZLECAf, et à l'établissement d'un passeport unique pour tous les Africains, il n'est donc pas indiqué que les guerres soient le quotidien de nos peuples qui aspirent à un mieux-être. Mesdames et messieurs, honorables parlementaires, plus que jamais, l'Afrique doit se réconcilier avec elle-même en s'engageant dans la formation des jeunes, de notre jeunesse, dans l'exploitation de nos ressources par nous-mêmes, dans l'industrialisation de nos produits par nous-mêmes, ou alors dans un partenariat gagnant-gagnant. Distinguées personnalités, nous souhaitons et nous croyons fermement en la paix en République démocratique du Congo, élément essentiel à la stabilité dans la région des lacs. Un RDC en paix est une Afrique plus forte, plus résiliente et capable de se projeter vers l'avenir. Mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon propos sans rendre hommage
au peuple congolais pour sa résilience et sa détermination à construire un avenir meilleur. Vous avez su faire face à de nombreux défis et vous continuez à avancer avec courage et espoir. Sachez que la Côte d'Ivoire sera toujours à vos côtés. Ensemble, nous bâtirons un avenir où la paix, la sécurité et la prospérité rayeront en maître sur notre continent. Ensemble, nous porterons haut le flambeau de la démocratie et de la transformation structurelle de notre économie. L'histoire nous l'impose. Le sens de la responsabilité nous le commande. Je vous, chers frères du Congo, de la République du Congo démocratique, c'est sur ces mots que je voudrais vous dire merci. La Côte d'Ivoire vous dit merci. Le président Alassane Ouattara me charge de transmettre ses remerciements à son frère, le président Félix Tshisekedi. Vive la République démocratique du Congo. Vive la Côte d'Ivoire. Vive l'unité africaine. Vive la fraternité entre nos deux peuples. Le champion d'Afrique vous dit merci. Ah oui, la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique de la dernière CAN. C'est ce que vient de rappeler le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Dans son mot de circonstance, il a insisté sur la solidarité africaine. Cette fois-ci, c'est la RDC qui sera champion d'Afrique. Merci, cher ami Adama. Merci pour les mots aimables que vous avez dit à l'endroit du président de la République, du peuple congolais et surtout de nos populations qui font face aux affres de la guerre. Honorables députés, chers collègues, au nom de l'Assemblée nationale et de son bureau, au mien propre, je remercie très vivement le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire pour son adresse de solidarité et d'amitié, pour son adresse purement empreinte d'amour à travers cette représentation nationale. Je profite de cette circonstance solennelle pour lui demander de transmettre à son tour au peuple ivoirien, à son président Alassane Ouattara, qui est en train d'opérer un véritable miracle économique dans son pays, qui a eu le secret de mettre fin aux atrocités que nous tous nous avons observées à distance en Côte d'Ivoire après les élections il y a quelques années. Et aujourd'hui, le miracle, c'est le développement. De dire merci aux représentants du peuple de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, qu'ils reçoivent les salutations de leurs homologues congolais. Nous vous remercions d'avoir amené, on a compris l'astuce, des députés hommes et des députés femmes, des députés de la majorité, non, 3 de la majorité et 1 de l'opposition. On a compris, c'est bien. C'est ce que nous faisons ici, chez nous aussi. Merci. C'est d'ici aussi le lieu de rappeler que la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo entretiennent des liens qui vont s'accentuer à travers notre culture commune, et puisque nous partageons un espace commun au niveau du continent africain, nous n'avons pas le choix. Nous devons nous lever
Cette Afrique qui partirait de la Mauritanie en passant par la RDC jusqu'à Mombasa. Cette Afrique qui partirait de Cape Town en passant toujours par la République démocratique du Congo jusqu'au Caire. Cette Afrique intégrée, cette Afrique qui aime l'Afrique va devenir une réalité. Je vous remercie. Notre ordre du jour, honorable député, étant épuisé, c'est avec beaucoup de remords que je vais lever la séance parce que j'aurais voulu que nous restions longtemps ensemble. Et donc la séance est levée. Se lever, ouverture des travaux.